Il me reste 12 minutes de vidéo. J'ai fait du tri dans le téléphone, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas non plus trop ça, donc on va se speeder la gueule. Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour lecture, je vais vous présenter deux livres, romance historique / fantasy, vous allez comprendre. On commencera avec Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey chez Addictesy, et on finira par le tome 1 des 4 soldats de Elizabeth Hoyt chez J'ai lu. On y va, c'est parti, go! Jamais été aussi rapide pour faire une intro. On commence avec Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey chez Addictesy. Dans cette histoire, nous allons suivre, en fait, premier chapitre, on débarque, on est dans le monde moderne, dans le monde réel. On suit une jeune femme de 27-28 ans, dans la vie active, qui a un taf, je crois qu'elle est infographiste, une connerie comme ça, je sais plus. Oui, en gros, elle gère des réseaux sociaux, de ce que j'ai bien compris. Elle a vraiment une vie pas ouf, elle sait pas trop, enfin, elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil, elle a pas vraiment de parents. Ses amis, elle compte pas trop pour elle a pas de mec, elle est seule, elle a vraiment métro boulot dodo quoi, elle a vraiment une vie morne et triste. Et un soir, en rentrant du boulot, elle va se faire percuter par une voiture. Elle va se réveiller dans le corps de Lucinda, une jeune, je crois qu'elle est comtesse. Bon bref, une jeune noble de 19 ans, dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas. C'est-à-dire que s'il y a aucun pays, ça c'est même pas, elle est tombée dans une époque lointaine, mais en France quoi. Elle ne connaît absolument pas le pays, le monde où elle est. Elle se rend compte qu'il y a une histoire de magie, il y a une histoire de religion en plus de ça, donc elle est vraiment dans un univers très bizarre. Donc dans l'univers de Lucinda, en fait, elle a fait un accident de cheval, et à la suite de cet accident de cheval, elle a fait un coma. Et donc du coup, elle s'est réveillée dans le corps de Lucinda, parce que elle aussi, du coup, dans son monde à elle, est dans le coma. C'est ce qu'elle en déduit en tout cas, parce qu'elle n'est sûre d'absolument rien, surtout que la situation est très étrange pour elle. Et elle va être tiraillée tout au début du livre par le sentiment déjà de vouloir revenir, et le sentiment aussi que elle est pas à sa place, et que elle ne veut absolument pas bouleverser la vie de Lucinda, parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer quand elle va réussir à retrouver son corps? Si jamais elle a complètement bouleversé tout ce qui existait de sa vie d'avant. En plus, elle a des parents, elle a des super parents dans ce monde-là, même si c'est les obligations de noblesse, etc. Elle a quand même de super parents, elle a une meilleure amie qui est juste incroyable, un grand frère aussi. En fait, elle se rend compte qu'elle se retrouve dans un monde où elle est choyée, où elle est aimée, et elle aime bien ça. En même temps, elle a l'excuse de l'accident de cheval pour réapprendre les convenances, etc., ce genre de choses, parce que du coup, il y a énormément de choses qui ne se font pas, et qui, pour nous, dans le monde moderne, nous choqueraient pas, mais voilà. Donc, elle est tiraillée à la fois à apprécier cette vie, et au final, à ne pas vouloir trop chamboulée parce qu'elle n'est pas à sa place. Et puis au final, le sentiment va un petit peu en fait, elle va comprendre qu'il y a une autre histoire autour de l'accident de cheval. Il y a une histoire d'ennemis, etc. Et elle se demande si l'accident de cheval n'est pas quelque chose de volontaire et non pas un accident. Et donc elle va se servir de son caractère bien trempé de jeune femme de la trentaine qui vivait dans un monde moderne pour en fait défendre Lucinda, et au final elle va finir par s'accommoder à cette vie-là. Et au milieu nous allons avoir le prince, donc qui s'appelle, j'oublie les noms, c'est terrible. Et en gros le prince va jeter son dévolu sur elle, même s'il est déjà fiancé à cette fameuse pire ennemie. Et donc du coup il va y avoir une espèce de jeu de séduction, mais avec les codes de l'époque, et en même temps Lucinda, la personne derrière Lucinda qui se demande si elle ne veut pas rentrer chez elle. Au final, il va y avoir ce jeu de séduction. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant comme livre, et je vous en parle dans mon avis tout de suite. En termes d'univers, déjà, on est sur un univers qui est, on peut se le dire, hyper original. J'ai très peu vu de livres où en gros l'héroïne se retrouvait dans un monde qu'elle ne comprenait pas, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de mêler la romance historique, parce que c'est clairement ce qu'on veut faire, c'est clairement mais c'est vraiment cette inspiration un peu régence anglaise, etc. Donc c'est hyper intéressant, moi j'adore ça en plus de ça. Et le fait qu'on se retrouve en fait dans un univers où il y a de la magie, alors dans le royaume où elle est relativement proscrite. Enfin, en fait, quand elle essaye de trouver une explication, elle va se pencher un peu sur cette magie dont personne n'ose trop parler, parce qu'elle est un petit peu proscrite. Il y a aussi une histoire de religion, alors on nous en parle très 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 peu, mais on nous en parle juste assez pour nous expliquer l'intrigue, et pour nous expliquer comment et pourquoi les personnages sont là à ce moment-là, donc c'est hyper intéressant. C'était hyper original et bien fait en termes d'univers, c'est pour ça que je pense que j'ai accroché vraiment direct dans le livre. Alors je l'avais mis en pause pour lire La Rage des Failles au milieu, mais j'ai quand même hyper bien accroché à ce livre, et je l'ai lu à une rapidité mais phénoménale. C'était vraiment super original en termes d'univers. En termes de personnages, je vous en ai parlé, mais la nouvelle Lucinda, on va dire, j'ai adoré cette héroïne. Elle a beaucoup plus de caractère que l'ancienne, et en fait elle va tout faire, même si elle n'est pas encore résignée, parce qu'il y a un moment donné où elle se résigne, on lui dit tu ne peux plus retourner dans ton monde, vous allez rester comme ça pour toujours.
bon bah voilà, c'est ma vie maintenant, faut que je la prenne en main. Mais même avant ça, elle essayait de tout faire pour garder la réputation de Lucinda, elle essayait de tout faire pour qu'elle réussisse à se défendre en respectant les codes de la société. Et en plus de ça, elle essaye à tout prix de percer le mystère en se demandant mais qui a bien pu... Enfin, déjà, comment est-ce qu'on en arrive là avec la pire ennemie? Parce qu'il fut un temps, apparemment, elles étaient amies. Et surtout, est-ce que l'accident de cheval est vraiment un accident? Est-ce que là, ce qui m'arrive est pas lié à cet accident de cheval? Parce que c'est quand même très bizarre. Sachant qu'en plus, avec la religion, les prêtres, on a 2 ou 3, qui en fait commencent à voir que c'est pas la vraie Lucinda, qu'il y a eu une espèce d'échange d'âmes, et donc ils l'aident aussi. Il y en a un qui est un peu contre elle, etc. Je vous passe les détails, mais voilà. Mais le grand prêtre, on va dire, va lui dire oui, je vois très bien que ce n'est pas toi, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc la nouvelle Lucinda va faire en sorte que de savoir déjà ce qui s'est passé. Elle va être tiraillée entre cette culpabilité d'avoir volé la vie de quelqu'un. On est vraiment sur une héroïne qui a énormément de valeur. C'était hyper intéressant parce que l'intégralité du roman est uniquement dans son point de vue à elle. Du coup, ça permet d'en apprendre énormément sur le personnage et c'est hyper intéressant parce que du coup, l'univers c'est très bien écrit parce qu'on découvre l'univers à travers les yeux de la nouvelle Lucinda qui ne connaît pas l'univers. C'est jamais tiré par les cheveux dans le sens où elle demande légitimement des explications sous couvert de « Oh, j'ai plus de mémoire, j'ai eu un accident de cheval ». Elle demande des explications et donc du coup ça permet à l'autrice d'introduire des petits morceaux d'univers que on n'aurait pas eu sans ça. Donc c'était vraiment super bien fait et j'adore toutes les relations qu'entretient l'héroïne avec les autres parce qu'on sent qu'il y a vraiment des relations de pureté profonde. C'était une très très bonne héroïne à suivre. Vraiment, elle a très peu de vices en elle et elle se culpabilise d'avoir du vice dans le sens où elle se complaît finalement à cette vie, sachant qu'elle a toujours vécu pour travailler, elle a jamais vécu vraiment aimée. Elle se complaît là-dedans et elle culpabilise d'avoir volé la vie de quelqu'un et un des prêtres va même lui dire mais c'est que vous avez énormément de valeur pour culpabiliser alors qu'on peut rien y faire. Donc voilà, c'était une héroïne hyper intéressante. J'ai adoré la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une bonne famille, même dans la noblesse et dans les conventions qu'ils se doivent de respecter, voilà, ils ont pas le choix. Ça reste une bonne famille. J'ai beaucoup aimé aussi Adrienne et leur relation. Adrienne, c'est un prince qui se fout un petit peu des convenances et qui a décidé qu'il aimait Lucinda. Et ben ce sera Lucinda et ce sera pas quelqu'un d'autre. Et j'ai beaucoup aimé ça. Il arrive à en renier sa fiancée. Il arrive à parler à Lucinda alors que comment vous dire qu'elle fait exprès d'être vraiment très impertinente dans la limite de ce qui est acceptable dans les codes de la société. Mais elle fait vraiment exprès de le piquer, et il est quand même sur elle et c'est hyper intéressant. Leur relation c'est un roman historique, donc leur relation avance vraiment très doucement et c'est ça qui est bien et c'est pour ça qu'on aime les romans historiques. Donc c'était vraiment une relation très mimi et très qualitative. C'est ça que j'ai mis dans mon avis parce que clairement, c'est une relation qui se construit au fur et à mesure et où rien n'est forcé, rien n'est poussé. Enfin, c'était vraiment super intéressant pour ça. J'ai aussi beaucoup aimé sa meilleure amie, alors sa meilleure amie depuis avant l'accident, qui est à un rang beaucoup moins élevé qu'elle, mais elle est quand même sa meilleure amie et ça ne change rien. Elle est énormément protective envers Lucinda et on comprend que la dynamique d'avant accident, c'est vraiment Lucinda la faible. Je m'entends, mais Lucinda, la personne à protéger, et du coup, avec la nouvelle Lucinda, elle va vraiment arriver et dire, maintenant, c'est moi qui vais te protéger parce que tu le mérites. Enfin, elle va pas le dire comme ça, mais on sent que du coup, elle comprend la dynamique, elle la renverse, parce que clairement, la nouvelle Lucinda a, disons plus, des années d'expérience en plus, enfin voilà. Il y a plein de choses qui font qu'elle peut se le permettre, et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'aime beaucoup les scènes entre elles, parce qu'il y a énormément de commérage, etc., comme on peut l'entrevoir dans les séries historiques, etc., sur la bonne société, le machin, le truc. Donc c'était quand même assez drôle. En termes d'intrigue, je vous l'ai dit, on est au milieu des badineries classiques du 19e siècle, de la Régence anglaise, de l'époque victorienne, bref, voilà, vraiment cet aspect 18e, 19e. Oui, alors un tel s'est marié à un tel, et un tel a renié un tel, et machin. Mais derrière tout ça, vous avez quand même l'histoire de la magie noire, sachant que dans le roman, en fait, vous avez plusieurs peuples. On n'explique pas tant, mais c'est quand même intéressant. On a plusieurs peuples, et du coup, il y en a qui acceptent la magie, d'autres non, donc vous avez aussi ça en suspens. Et puis surtout, derrière tout ça, on a aussi comment est-ce que les âmes ont été échangées, comment Lucinda s'est retrouvée dans ce corps-là, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'accident était vraiment un accident? Du coup, vous avez Lucinda qui essaye de chercher là où elle peut parce qu'elle comprend très bien que la magie, c'est un petit peu tabou. Elle va réussir à démasquer des gens, à comprendre qui a fait quoi, comment. Elle va se mettre en danger. Vous avez des intrigues quand même, c'est pas des scènes de bataille, mais voilà, vous avez des intrigues de mise en danger quand même vachement. Donc c'est hyper intéressant. J'ai adoré l'ambiance globale, donc fantasy et romance historique.
hyper intéressante, j'étais trop bien dans ce livre, l'ambiance était génialissime, et à la fois vous avez cette espèce d'enquête au milieu qui rajoute un autre aspect, c'est pour ça que j'ai surkiffé ce livre. Je pense qu'on peut parler de coup de cœur, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti ce mot-là pour un livre, et le style de l'autrice. J'adore le style d'écriture. Il faut savoir qu'avant de lire Orlan Grey, je la suis sur les réseaux sociaux, c'est mon premier que je lis d'elle. Et je m'attendais à retrouver dans son style la personne qu'elle est sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. J'ai surkiffé et je pense que je ne vais pas m'arrêter là dans la lecture de ses romans. J'ai trop aimé. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait une suite, j'en sais rien, un spin-off, j'en sais rien, j'aimerais retourner dans cette ambiance pour toujours tellement elle était géniale. Alors, celui-là, je suis un peu limite sur celui-là. Il y en a deux là de romances historiques que j'ai lus quasiment en même temps, où je suis un peu limite, mais le site de la saga promet donc. Je vais vous parler maintenant du tome 1 des 4 soldats de Elizabeth Hoyt chez J'ai lu. Dans le tome 1, nous allons suivre Samuel Hartley. Il vient des colonies américaines, il a fait la guerre contre les Français. Il arrive à Londres parce que il est hanté par une défaite militaire qui a été très importante pour l'armée anglaise et américaine. En fait, les Français les ont pris en embuscade et ont décimé des régiments et des régiments, et Samuel Hartley en faisait partie. Il se rend à Londres parce qu'il est persuadé que les Français avaient leur position à cause d'un traître. Et donc il va se retrouver voisin de la sœur de son caporal, caporal ou capitaine, je sais même plus. Bon, ils me disent pas dans le résumé quel était le rang du frère de Lady Emmeline, donc la protagoniste féminine. Lady Emmeline, elle est veuve, elle a un fils, et elle est très connue dans la bonne société pour être une très bonne chaperonne. Le Samuel Hartley, tout le monde l'appelle Sam, donc on va l'appeler Sam, hein, ça va être plus simple. Sam a une sœur et son unique but c'est de la faire rentrer dans la société parce que quand elle a été élevée par son oncle et sa tante à Boston, elle ne voyait absolument jamais son frère. Et donc c'est un petit peu pour rattraper toutes ces années-là qu'il décide de l'emmener à Londres pour qu'elle puisse assister à des soirées, ce genre de choses. Et comme ça, Sam au moins peut mener l'enquête sans l'avoir dans les pattes. C'est un peu ça aussi l'idée. Sauf que il va tomber fou amoureux de Lady Emmeline et il va absolument vouloir l'épouser. Même si elle se contente de refuser, et du coup l'histoire va être mêlée de tout ça. Poto, tes grosses fesses. Bon, quand le chien aura fini de faire des conneries, peut-être je pourrais tourner ma vidéo. Alors, donc je vous disais, on va en parler parce que je reste quand même extrêmement mitigée sur ce livre, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà en termes d'univers, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, on est sur une romance historique qui met en scène les États-Unis. Il est vrai que dans beaucoup de romances historiques, on a l'impression que l'Angleterre, ça se passe très souvent en Angleterre, me demandez pas pourquoi, est seul au monde. Il y a personne autour, il y a que ce pays-là dans le monde. Là, c'est vrai que d'avoir cet aspect parce qu'on est un peu avant l'indépendance des États-Unis, 1759, les États-Unis sont devenus indépendants en 71. Voilà. Donc on est un petit peu avant l'indépendance des États-Unis, et donc du coup c'est intéressant de voir cet aspect un peu géopolitique de l'époque, on va dire, entre le fait que les Français les aient aidés, notamment Lafayette, qui est venu en aide aux Américains. Et donc nous, je dis de la merde, il fait pas partie de l'armée américaine, il fait partie de l'armée britannique. Parce qu'ils se sont battus contre les Français, donc c'est logique. Et contre les natifs américains. Bref, enfin les Français... Je sais plus qui est allié avec qui, mes cours d'histoire sont très loin, d'accord? Donc voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance, dans les romances historiques, à négliger le fait que le Royaume-Uni et l'Angleterre en général s'inscrivent dans un monde qui est politiquement et géopolitiquement très complexe, surtout à l'époque où on nous présente les romances historiques. On va être sur l'empire colonial, on va être sur l'indépendance des États-Unis, l'indépendance de plus en plus de pays. On a tendance à foutre ça sous couvert. Les suffragettes, et je vous en passe, hein, mais vraiment c'est un peu stupide, mais c'est pas grave. Donc c'est en ça que celui-là est assez intéressant, justement pour nous montrer cet aspect-là. Mais deuxième chose que moi j'ai tendance à remarquer dans ce livre-là qui me déplaît, c'est que vraiment alors l'intrigue en elle-même est intéressante, l'aspect d'enquête, savoir qui est le traître et tout ça. La romance, la fin est bien, la fin est super bien, y a tout qui explose et tout. Le milieu, j'ai envie de me foutre une balle. Mais vraiment, c'était vraiment pas terrible, quoi, on va pas se mentir. On est sur Lady Emmeline, donc la femme, la protagoniste, est insupportable tellement elle est têtue, tellement elle est chiante, tellement elle considère que Sam, en fait, ne connaît rien à la vie, que elle sait tout, elle a été mariée, oui, bah elle a été mariée de force, elle a eu un seul gamin parce qu'ils baisaient jamais ensemble, enfin vraiment... Truc insupportable, quoi, vraiment, genre, je connais la vie parce que j'ai été mariée. Alors, elle a profondément pas aimé, c'est pas le mot, mais apprécié son mari, c'est pas la question.
Mais voilà, c'est vraiment moi je sais. Non, il a beaucoup de choses à t'apprendre et tu vas le voir très vite. Bref, ça m'a saoulée. Sam qui est obsédé par sa vengeance et son machin, qui fait même plus attention aux autres, ni à sa sœur, ni à la meuf qu'il aime, enfin vraiment n'importe quoi. Et puis surtout, on reste énormément en surface. On reste énormément en surface et c'est vraiment très dommage. Les seuls aspects dans lesquels on rentre, c'est le fait que Samuel est hanté par le fameux massacre, donc ça s'appelle, c'est le massacre de Spinner Fall, parce que du coup la semaine prochaine je vais vous présenter le tome 2, donc il faudra le retenir en mémoire. Il est hanté par ça parce qu'il a fui, il a couru non-stop pendant des jours et des jours pour aller chercher de l'aide et récupérer les survivants. Et donc pour lui, il a abandonné le navire alors qu'il y a plein de gens qui vont lui dire bah non pas du tout en fait. Ah oui, j'ai oublié de rajouter un truc, Lady Emmeline elle est fiancée à Jasper Vale. Voilà. Et donc du coup, il va allègrement, en fait, Samuel et Emmeline vont se mettre à coucher ensemble alors qu'elle est fiancée. Sachant que Jasper Vale est un ancien camarade de la fameuse armée, et que donc il va l'aider à trouver le coupable, tout ça pour qu'il se rende compte que Samuel et Emmeline couchent ensemble. C'est une telenovela, ce tome 1, c'est terrible. La seule truc qui remonte un peu, c'est la tante de Emmeline qui est à mourir de rire, c'est la vieille tante, elle est très très drôle. Et son fils qui en fait crée des situations, mais comme dans toutes les romances single mom, single dad, crée des situations un petit peu drôles où il est trop fan de Samuel et sa mère elle est en mode non. Et comme je vous l'ai dit, en fait tout ce qui rattrape c'est l'enquête, parce qu'on a envie de savoir qui est le traître, et au final on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que le tome 1, donc c'est assez intéressant parce que du coup ça va faire un fil conducteur jusqu'au tome 4. La fin en fait, parce que la fin tout explose et du coup ça nous remonte un petit peu le niveau du roman. Sinon, je dois dire que c'était un peu cata. Et la seule raison pour laquelle j'ai lu le tome 2, c'est parce que le résumé du tome 2 m'inspirait énormément confiance. C'est vraiment la relation amoureuse est vraiment c'est même plus au second plan, c'est carrément, elle n'existe plus, ce n'est plus une relation amoureuse. Puis surtout, c'est un peu mal fait dans... En fait, à la fin, t'as tout qui éclate, mais t'as tout qui éclate un peu vite. Donc je suis très 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 perplexe quant à ce tome 1. Par contre, je peux vous l'assurer, en fait, je vous en parle pas. On va pas se mentir que je vais pas lui cracher dessus pendant 1h30, sachant que j'ai ni aimé l'histoire, ni aimé les personnages. La seule chose que j'ai aimé, c'est l'univers et le fait qu'il y ait une enquête au milieu et la fin. Sur 300 pages, ça fait pas lourd quand même de choses que j'ai aimées. Mais je peux vous assurer que le tome 2 m'a fait surkiffer. Le tome 3 a l'air génial et le tome 2 était trop bien. Dans le tome 2, on va suivre la meilleure amie de Lady Emmeline qui s'appelle Mélissande. Mélissande, elle est très très fade, elle a peu confiance en elle. Elle est amoureuse depuis toujours de Jasper Vale, qui est le fameux fiancé de Lady Emmeline. Et en fait, elle va lui proposer de se marier parce que c'est son 4e ou 5e échec amoureux. Et donc, ils vont se retrouver mariés. Voilà, tout simplement. Donc, je peux vous assurer que le tome 2 est bien meilleur que le tome 1 et je me remercie d'avoir voulu avancer dans la saga. Parce que, alors, autant dans mon résumé à moi, j'étais pas si vindicative, mais avec le recul, c'était pas ouf, quoi. Honnêtement, après avoir lu Le Prince de l'Autre Monde, qui certes apporte un côté fantasy, et après avoir lu le tome 2, je me rends compte que le tome 1, c'était vraiment... c'était pas ouf. Il y a pas d'histoire, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? J'en sais rien. Ça m'a pas ému. Enfin, si, la seule chose qui m'a un petit peu ému, c'est le fait que Samuel s'en veuille à ce point, et surtout envers le frère de Emmeline, qui s'appelle Reno. C'est le fait qu'il s'en veuille, en fait, qui m'a plus ému que la romance. La romance, elle est zéro, comme ça. C'est des sexuels qui se marient, c'est tout. Ils sont peut-être amoureux, peut-être on les décrit comme, mais ça ne se ressent pas du tout. Bref, j'étais extrêmement déçue au final du tome 1 par rapport au tome 2 et par rapport à des romances que j'ai pu lire juste avant. Je vous conseille quand même, peut-être pas de lire, si vous voulez pas lire le tome 1, là si vous allez être un peu spoilé du traître. Ah. Lisez le tome 1 pour lire la saga, si vous voulez lire la saga, lisez le tome 1 que pour le traître. Regardez pas la romance, suivez qui est le traître, parce qu'en fait, il y a des rebondissements de fous furieux dans le tome 2. Donc, et en plus de ça, j'ai lu le résumé du tome 4 et là je suis en mode... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bref, lisez le tome 1 pour le traître, comme ça après vous pouvez lire le tome 2 et Mélissande et Jasper qui sont trop bien. Bref, voilà. Eh bien écoutez, on est sur un point lecture très mitigé entre un coup de cœur et une déception. Ça arrive, hein. Après, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment en parlant, ça m'arrive souvent que ça fasse ça, en parlant, je me dis, mais en fait, c'était pourri. Enfin, j'abuse, mais vraiment, c'est le fait d'en parler où je me dis, mais j'ai bien noté cette merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis très bon cours, très bon travail, très bonnes vacances, très bon tout, surtout de très bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Ciao!